Alors le commerce international, il est aussi vieux que les nations elles-mêmes. Simplement, pendant très longtemps, ça a été un commerce d'indisponibilité, c'est-à-dire qu'on exportait ou on importait simplement des biens qu'on ne pouvait pas avoir soi-même, soit faute de ressources, par exemple des fourrures ou des épices, soit faute de techniques, par exemple des objets d'artisanat. Le commerce international à grande échelle, il est né au XIXe siècle, d'abord avec le contexte de paix et d'ouverture dans les pays européens. Et ça a été, disons, à partir du milieu du XIXe siècle environ, ce qu'on a appelé la première mondialisation, qui a abouti à un taux d'ouverture relativement important avant la Première Guerre mondiale. Comme on le sait, ensuite, pendant la Première Guerre, puis les années 30, et la Deuxième Guerre, il y a eu un effondrement des relations économiques internationales et le commerce international a repris à grande échelle, disons, a repris une dynamique positive dans la Seconde Guerre. Comment est-ce qu'on peut caractériser ça? Dans un premier temps, il a d'une part bénéficié d'un cadre institutionnel plus favorable avec les accords internationaux, donc le GATT en particulier, l'accord général sur le commerce et les droits de douane, qui a fourni un cadre dans lequel essentiellement les pays riches ont libéralisé leur politique commerciale les uns vis-à-vis des autres. L'intégration européenne, évidemment, qui a donné lieu à une grande intensification des relations commerciales au sein des pays qui étaient ceux de la communauté européenne du charbon de l'acier d'abord et puis communauté économique européenne, enfin ce qui est aujourd'hui l'Union européenne. Et puis le gros coup d'accélérateur, en fait, il a été lié à un changement technologique, c'est le développement des conteneurs, ce qu'on a appelé la révolution de la conteneurisation, qui a énormément amélioré l'efficacité des transports à longue distance et qui a énormément abaissé le coût d'expédition. Et donc ça s'est vraiment multiplié à grande échelle à partir du milieu des années 60. Et on a constaté à ce moment-là une explosion des relations commerciales internationales, si bien que le taux d'ouverture au niveau mondial, si on le mesure comme étant le rapport entre les exportations de biens et services et le PIB, est passé d'environ 10% au milieu des années 60 à 20% dans les années 80. Hein, donc vraiment une augmentation forte. C'est d'ailleurs seulement en 1980 finalement qu'il a retrouvé ou dépassé le niveau ce taux d'ouverture, le niveau qu'il avait avant la Première Guerre mondiale. Ensuite, dans les années 80, on a eu une certaine stabilité, et puis une deuxième révolution finalement à partir du début des années 90, qu'on peut essentiellement ramener à deux facteurs. Un facteur technologique, c'est la révolution des télécommunications et la révolution d'Internet, donc la baisse extrêmement rapide des coûts de coordination distante. Et puis une deuxième révolution qui est géopolitique, c'est la chute du rideau de fer et donc l'entrée des pays ex-communistes dans l'économie mondiale, d'une part, et d'autre part, et encore plus important, l'entrée de la Chine dans l'économie mondiale. Et donc tout ça, de nouveau, a fait passer une nouvelle marche. Le taux d'ouverture mondial, qui n'avait pas bougé dans les années 80, il était encore en 1993 de 18%. En 2008, il atteignait 30%. Donc on est passé à un niveau d'intégration bien supérieur. Alors je parlais tout à l'heure de la première mondialisation, de ce développement du commerce au XIXe siècle. Il a été marqué par un échange qui était relativement asymétrique, lié au niveau de développement du pays. Les pays les plus développés avaient vraiment un avantage, ils étaient beaucoup plus performants, beaucoup plus efficaces dans la production de produits manufacturés, ce qui au début en particulier était le cas dans les produits du textile pour le Royaume-Uni, qui était vraiment la puissance industrielle dominante de l'époque. C'est ce qu'on appelle un commerce interbranche, c'est-à-dire qu'il y a des différences, il y a des avantages comparatifs assez marqués qui font que certains pays sont plus performants que d'autres dans certains secteurs, soit parce qu'ils ont des dotations factorielles, ça peut éventuellement être d'ailleurs des ressources naturelles, mais ça peut être aussi plus de travail, du coup le travail est moins cher, ou bien pour les pays les plus riches, plus de capital. Et puis des différences de technologie aussi qui font que justement les pays les plus avancés, ils sont beaucoup plus performants en comparaison des autres dans des secteurs, disons, manufacturés. Ça, c'est vraiment la matrice, disons, des explications de ce commerce qu'on nomme interbranche. Et après la Deuxième Guerre mondiale, quand le commerce international a recommencé à s'intensifier, on a retrouvé initialement cette matrice de commerce interbranche qui était vraiment le moteur des échanges internationaux. À partir des années 60, on a constaté une évolution qualitative importante, une sorte de rupture vraiment dans la nature du commerce international, parce que on a vu le développement très rapide de commerce entre
des économies qui étaient similaires et qui s'échangeaient des produits qui eux-mêmes étaient similaires. Hein, ce qu'on nomme souvent par commerce intra-branche, c'est-à-dire des échanges de produits qui sont similaires entre eux, au sein d'une même branche. Pourquoi cela? Parce que les coûts de transport étaient beaucoup plus limités et dans le même temps, on avait des économies qui produisaient le même type de biens, mais dans des variétés différentes. Il y avait des variations autour des mêmes biens et les consommateurs apprécient d'avoir le choix entre différentes qualités. Et puis les producteurs aussi, quand ils ont besoin de biens intermédiaires, ont besoin d'avoir des variétés, disons, à leur disposition, d'avoir des fournisseurs relativement variés. Donc, le commerce interbranche n'a pas cessé à ce moment-là, mais la dynamique, elle était dans ce commerce de produits similaires. Ensuite, dans les années 80, on a toujours eu cette part importante du commerce intrabranche et la nouveauté, je dirais, ça a été que les pays en développement ont progressivement renforcé leur présence dans le commerce mondial. Ils ont eu un commerce très dynamique et notamment ils ont commencé à devenir performants, même relativement aux pays riches, sur certains produits manufacturés, en particulier de manufacture légère, type textile habillement en particulier au début. Depuis le début des années 90, on est entré progressivement dans une forme nouvelle d'échanges internationaux. Depuis longtemps déjà, il y avait des échanges internationaux dans le sens où un produit était fabriqué quelque part et il était expédié ailleurs pour y être consommé. Ce qu'on a observé depuis 20 ans, c'est que de plus en plus, avec les capacités beaucoup plus grandes de coordination entre des lieux distants, avec des coûts de transport toujours plus faibles, il a été plus efficace pour les entreprises de pousser plus loin leur division du travail, de spécialiser la production de produits complexes en, disons, découpant des petites tranches et en regardant pour chaque tranche quelle était l'organisation du travail la plus efficace. Ça peut être de le sous-traiter dans certains cas, ça peut être dans d'autres cas de le faire dans un pays différent parce qu'il y a par exemple un coût du travail plus faible, parce qu'il y a des meilleurs fournisseurs. Et donc on a décomposé, éclaté finalement de plus en plus les processus productifs, les firmes ont éclaté leurs processus productifs et en ont localisé les différentes étapes, souvent dans différents pays. Donc c'est ce qu'on a appelé l'allongement des chaînes de valeur mondiales, par lequel on a vraiment non plus seulement un commerce de biens, mais ce que de plus en plus on appelle en économie un commerce de tâches, dans le sens où c'est un produit, on lui opère une transformation et puis on l'envoie ailleurs pour que la phase ultérieure de transformation soit opérée. Donc c'est une évolution vraiment importante qui fait qu'on a une très grande interpénétration des économies, qu'une grande partie du commerce international, environ 60% maintenant, repose sur des produits qui ne sont pas des produits finis, des composants, des produits intermédiaires, dans certains cas des matières premières aussi, qui fait également que dans les exportations, on a évidemment, quand on exporte un produit, de plus en plus, on exporte une valeur dont une grande partie est issue d'intrants, de produits intermédiaires qui eux-mêmes ont été importés. Donc, on a de plus en plus aussi évidemment des difficultés pour vraiment bien tenir le compte des exportations parce qu'on compte le même flux plusieurs fois, d'où la tendance maintenant à essayer de développer des mesures qui regardent la valeur ajoutée dans le commerce et pas seulement la valeur de la production, parce qu'on a ces chaînes très complexes de production qui sont éclatées dans le monde entier. Dans le même temps, une autre caractéristique de la situation actuelle, c'est que, étant donné cette grande interpénétration des économies, on a besoin aussi d'avancer, disons, de fournir un cadre institutionnel un peu plus stable, un peu plus prédictible. Et ça, c'est le rôle qui est actuellement joué par l'Organisation mondiale du commerce et, dans certains cas, aussi par les accords commerciaux régionaux.